BFM Business et Tech Co présente Tech Co, la quotidienne. François Sorel. Bonsoir à toutes et à tous, 19h31, le plateau de Tech Co est un peu dissipé parce que si vous voulez, on est tellement heureux de vous retrouver pour débuter cette semaine, on a tellement hâte de vous parler de tech que ça commence même avant le générique pour tout vous dire. En tous les cas, merci d'être là et bienvenue, 19h30, 21h, radio, télé, replay, podcast. Bienvenue dans Tech Co, la quotidienne, avec pour cette première de la semaine, vous allez voir une actualité tech chargée avec cette keynote Nvidia qui est en train de se dérouler actuellement à San José. Jensen Huang, le roi de l'IA, est en train de faire des annonces. On va en parler dans quelques instants. On parlera aussi de Meta qui enchaîne les déconvenus en ce moment. En retard sur l'IA, on parle aussi de possibles licenciements et de une grosse... comment on dit déjà, Fred, ce mot ? Grosse, non, c'est pas grave, je sais plus, mais ça va revenir. Et puis on parlera de Lune tout à l'heure et d'espace avec Artemis. La mission Artemis, ça y est, elle est prévue pour début avril et nous aurons un spécialiste qui sera là, que vous connaissez, Antoine Meunier, qui représente la chronique spatiale. Il sera avec nous pour nous expliquer un petit peu le calendrier de tout ce qui va se dérouler d'ici début avril et peut-être la Lune dans quelques mois ou quelques années. Merci d'être là, Tech Co, la quotidienne, c'est parti. Tech Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Je crois que le mot que je cherchais, c'était charrette, mais j'en suis plus sûr maintenant. Et oui, la vieillesse est un naufrage, les amis. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, merci d'être là avec sur le plateau de Tech Co ce soir. Marion Moreau, bonsoir Marion. Bonsoir François. Journaliste et fondatrice d'Hors-Normes Média. Merci d'être là, Marion, pour commenter une actu qui, vous allez le voir, est très intéressante encore une fois ce soir. À tes côtés, Marion, c'est Stéphane Zibi. Bonsoir Stéphane. Bonsoir François. Consultant spécialiste en transformation numérique et en IA, qui aime bien aussi tout l'univers de la tech, on va dire, d'une manière générale. Et peut-être que certains d'entre vous qui nous regardaient avaient identifié Stéphane, puisque on se retrouve de temps en temps chez notre camarade dont on fait le Mac avec... qui est en plein tournage en ce moment et je fais donc Olivier une infidélité. Pour être avec nous. Faire une infidélité à un Corse, c'est compliqué, donc je ne sais pas si je vais pouvoir revenir un jour. Eh bien, écoute, là, je te laisse gérer ça. Je sais. Avec Olivier Frigara, qu'on embrasse, bien sûr. Voilà. Et puis Frédéric Simotel, qui est là, toujours fidèle au poste. Voilà, qui ne savait pas rattraper ton mot, parce que j'étais plongé dans la conférence de Jensen Huang, qui a démarré il y a un quart d'heure. Évidemment. Ça va être d'ailleurs le gros de l'actu, cette keynote de Jensen Huang, qui a commencé à 19h et qui se déroule à San José, je le disais, et pas mal d'annonces. On parle de puces, d'un nouveau processeur dernière génération, de robotique aussi. On sait que c'est un petit peu le leitmotiv aussi de Jensen Huang, d'évoquer que l'intelligence artificielle va arriver dans la robotique. Toujours intéressant de voir que sur scène, il est avec une ribambelle de robots, tous plus impressionnants les uns que les autres. L'actualité en plus de Nvidia, Fred, qui est quand même assez chargée parce que, au-delà du fait que c'est vraiment la boîte aujourd'hui la plus impressionnante dans le monde de la tech, c'est celle qui investit le plus dans l'IA. Enfin, l'une qui investit le plus dans l'IA. Pas moins de 45 milliards de dollars ont été investis, ou en tout cas de promesses d'investissement dans les mois qui viennent pour Nvidia, avec des boîtes que vous connaissez, OpenAI bien évidemment, Anthropic, et beaucoup d'autres aussi, Fred. Oui, il y a ils ont même mis de l'argent, même en Europe. Si on regarde, il y a Mistral, il y a Amilabs, bien entendu, la nouvelle... start-up de Yann Lequin, Nscale, Synthesia, Lovable, Nebius, dont on reparlera, puisque là, il y a un contrat de 27 milliards qui a été signé aujourd'hui. Et puis, ils sont présents partout. C'est-à-dire, il y a à la fois chez OpenAI et tous ces gens-là, mais ils sont aussi présents dans l'infrastructure cloud, chez CoreWeave, chez Crusoe, enfin, plein de gens qui sont fournisseurs de cloud. Donc, on les sent. Et donc, cette conférence, elle est importante parce qu'à la fois, il va annoncer sans doute des nouvelles puces, enfin, c'est ce dont on parle beaucoup. On essaie de suivre ça en direct. Il faut savoir, c'est une conférence, c'est pas la keynote Apple. On ne va pas vous annoncer. On vous donne. C'est un peu plus ardu. On va pas. L'architecture Rubin, là, je vois déjà les schémas qui sont sur scène. Là, c'est des trucs bien pointus, bien ardus. On monte des beaux D'ailleurs, racks. j'aimerais que tu nous commentes ces schémas. Oui, voilà. On pourrait le faire. Et c'est des beaux racks avec des cartes et tout ça. Et d'ailleurs, au CES, on y était quand il avait fait sa keynote d'ouverture là-bas. Et c'était amusant parce qu'on voyait nous, on attendait un peu tout
tout ce qu'il pouvait annoncer sur d'autres sujets, sur les robots. Mais alors, quand il a commencé à parler de ce qu'il faisait pour les data centers et tout ça, on avait autour de nous toute une flopée d'Asiatiques, de Coréens. C'était comme des fous. Ils disaient, oh là là, ils prenaient des photos dans tous les sens. Enfin voilà, tout ça pour dire qu'on attend ça. Puis c'est vraiment c'est la conférence qui donne un peu le ton parce qu'il veut s'imposer. Enfin, Nvidia s'impose déjà, mais il veut bien montrer que c'est lui qui donne le là mondial au niveau de tous ces composants. Et puis de l'autre côté, vous savez, la question quand on lui pose et la bulle de l'IA, il dit la bulle, quelle bulle ? Non, il n'y a pas de bulle. Donc c'est aussi une conférence importante parce que si Nvidia montre qu'il est bien dans les clous, dans sa démarche produit, qu'il est bien, qu'il réussit à faire passer sa stratégie claire, eh bien on comprend que derrière ça enchaîne et la valorisation qui est la plus importante, on continue à faire confiance et on fait confiance à tout le secteur. Et puis en plus Marion, il est bon dans cet événement, dans ce genre d'événement. Hein. Jensen Huang, c'est un showman, il aime monter sur scène avec son blouson en cuir. Il a une vraie personnalité. Et puis il se sert aussi de ces moments médiatique très fort, un peu comme le font Apple, Google et Microsoft avec leur keynote, pour présenter ces nouveautés. Et là, visiblement, on attend de nouveaux processeurs. Oui, en fait, il est en train de construire toute la chaîne industrielle, la grosse industrie. Et c'est pour ça qu'on va reparler tout à l'heure des acquisitions d'NVIDIA qui sont stratégiques, en fait, mais qui ne sont pas stratégiques que pour NVIDIA, qui sont stratégiques pour l'ensemble des acteurs de cet écosystème. IA qui est naissant, finalement, puisqu'il s'adresse à un marché massif. Et je pense à Meta, notamment, dont on parlera tout à l'heure. Mais il a attendu quand même son heure, monsieur. Ça a été un marathon ça fait, de longue haleine. Je me rappelle être allé à San Mateo. Vous êtes allé, évidemment, quand vous avez couvert notamment les événements aux États-Unis. San Mateo, il y a le Maker Faire, vous savez, cette grand-messe de l'électronique très artisanale, mais qui est historique et qui a construit aussi l'histoire de la tech, qui maintenant a des éditions aussi en Europe d'ailleurs. Et je me rappelle d'NVIDIA qui était sponsor et qui galérait il y a une quinzaine d'années à être visible, à être adoré par les développeurs, les doers, tous les finalement tous les techniciens finalement, et c'était vraiment la petite boîte dont tout le monde parle, qui est toujours là parce que c'était les cartes graphiques et on aime bien les cartes graphiques, mais c'était pas le géant qu'on connaît aujourd'hui. C'était une boîte de geeks qui intéressait les geeks finalement, parce que moi on se souvient au départ c'était les cartes graphiques. T'achetais un ordinateur, tu voulais des graphismes un peu plus jolis, t'achetais des cartes graphiques Nvidia, ça a été ça pendant longtemps, et puis après, il a pris le tournant, rappelez-vous, de l'automobile, parce qu'il a vu qu'on commençait à avoir de l'intelligence dans les automobiles, donc il a mis ses GPU dans l'auto. Il y a eu une période aussi de minage de crypto-monnaies, dont il ne parle plus aujourd'hui, en fait. C'est pas très écolo. Voilà, c'est pas très écolo. Non. C'est plus trop dans l'air du temps. C'était pas forcément le plus remarquable en termes de technologie. Et puis d'un coup, l'IA, il y a quoi, 3 ans Allez, voilà, ChatGPT. Un peu plus peut-être, oui. Et parce que la puce est devenue stratégique, elle est devenue un des éléments les plus stratégiques au monde avec le pétrole ou avec l'or. Enfin, c'est aujourd'hui un peu sur cette lignée stratégique. Et c'est vrai que le parcours de Jensen Huang est très intéressant, a été parsemé d'embûches, on va dire. Stéphane ? Non, mais en plus, c'est vrai que cet événement-là, maintenant que l'IA est devenue ce qu'elle est, c'est quasiment le Super Bowl de l'IA, parce qu'en fait, on est en train d'avoir un maximum d'annonces qui vont être faites, et finalement, c'est fini, on oublie les cartes graphiques pour les gamers, etc. Il va annoncer de nouvelles puces, et donc en gros, il va plus ou moins annoncer ce que sera le futur système nerveux de l'économie mondiale, parce que quand même, nous parlons de la boîte qui est valorisée le plus à Wall Street, avec 4500 milliards. Et donc cette action qui a quand même été anodine pendant des années et qui est devenue un blockbuster, qui est devenu même peut-être très rare, un peu comme les cartes Nvidia elles-mêmes. Mais c'est vrai que tout ce qui va être annoncé, là j'ai un peu un début de live tweet là que je me suis préparé un peu cette fois-ci par rapport aux différentes annonces, mais c'est vrai que on est en train de voir un peu Nvidia est devenu tellement tendance, c'est devenu tellement incontournable comme l'a été Intel dans les années 90 quand une puce sortait. Voilà, donc ça y est. Donc maintenant on est vraiment sur quelque chose quand même d'assez énorme. Il faut dire aussi une chose, et c'est vrai que moi ça me donne toujours le tournis, mais quand même 4500 milliards, j'arrive à peine à le dire, de valorisation, c'est plus que le PIB de la France. Vous imaginez, on parle d'une boîte qui va annoncer tout un tas de choses
qui elle va être dans l'innovation. Et qui il y a 3 ans était à moins de 1 000 milliards. Voilà, c'est ça. Non, mais ça. Bon, après, voilà, il faut trouver la prochaine pépite Nvidia en bourse. Bon, je sais pas, ça sera peut-être plus compliqué. Non, mais ce qui est important en plus de voir, c'est qu'il est présent sur. Alors évidemment, on le connaît via ce qu'on vient de dire, là, toutes les GPU. Il y a toute la partie programmation qui est son système CUDA, qui est vraiment la partie forte, hein, parce que là, il a un vrai. Une vraie valeur ajoutée. La vraie valeur ajoutée. Et puis, c'est eux aujourd'hui, pour si on veut faire fonctionner des appareils, des serveurs avec des puces Nvidia, il faut passer par CUDA. Et voilà, donc là, il y a une vraie mainmise aussi sur ce domaine-là. Pardon. Ouais. Justement, il a commencé, il a parlé de ça quasiment au début, parce que ce sont les 20 ans cette année de CUDA, justement, la plateforme logicielle. Donc en gros, là, et donc après, donc ça y est, après, il a commencé à. Oui, puis là, il est avec les clients, les Google, les Google Cloud, les Dell et tout ça, tout ça. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a à la fois ses composants, mais derrière, on voit, il est en train de. On lui prête certains, donc il va annoncer sans doute sa nouvelle architecture, dont il avait commencé à parler au CES, l'architecture Vera Rubin, donc qui va remplacer Blackwell, qui va être dans les data centers, mais on lui prête des rumeurs qui circulent autour d'un processeur basé sur ARM pour aller jouer dans la catégorie des Apple, des Qualcomm. On lui prête aussi des choses autour de... là, on lui prête pas, mais il va annoncer sans doute, en reparler de NemoCloud, qui est aussi c'est une sorte d'écosystème pour des agents IA. Donc, il est présent partout. Il va parler de physical AI, puisque lui, c'est ça, c'est l'IA générative, l'IA agentique et l'IA physique avec les robots. Et il va avancer sur tous ces systèmes. Et c'est là où c'est impressionnant. Et ensuite, on a parlé des investissements, ils sont dans tout. Ils sont chez Figure AI, ils travaillent avec Uber, ils travaillent avec tout un tas d'entreprises. Ce qui est incroyable aussi avec, excuse-moi, je te coupe, c'est que c'est une telle personnalité. Il a une telle histoire, il a un tel historique dans la tech depuis 30 ans qu'on a l'impression qu'il a toujours un coup d'avance finalement, parce qu'il connaît tellement bien l'écosystème de la tech, qui est cyclique finalement. Hein. Avant l'IA, il y avait d'autres innovations, d'autres technologies qui sont là, et on a l'impression qu'il est tellement sûr de lui que il sait ce qu'il faut faire pas à pas, parce que il a ça dans le sang finalement. C'est vraiment un personnage étonnant, Jensen Huang. Tu l'as jamais interviewé encore, non? Et oui, je l'ai interviewé l'année dernière, pendant Vivatech. On a eu la chance d'avoir une demi-heure en exclusivité pour la France avec lui. Et c'était passionnant, et d'une simplicité, d'une gentillesse incroyable. Vraiment un personnage étonnant. Non, puis il a réussi aussi à faire ce côté aussi investissement circulaire. J'investis chez OpenAI, mais OpenAI va m'acheter mes puces. Et ça, c'est pas mal. Il y a une boucle à 1000 milliards, la boucle à 1000 milliards, donc on a OpenAI, Oracle, AMD même, je ne sais pas ce qu'ils viennent foutre là, Microsoft aussi, qui peuvent ça. Et donc en gros, quand on me dit est-ce qu'il va y avoir une bulle de l'IA, je dis non, regardez, ils ont fait une boucle interne, donc il n'y aura jamais, ils assurent du chiffre d'affaires et pas n'importe quel chiffre d'affaires, quoi. Et puis quand on dit qu'il investit 40 milliards, c'est pas du cash finalement. On n'a pas les détails, mais c'est surtout qu'il va allouer de la puissance graphique et comment dirais-je, la mixer avec... ça a une valeur, ça. Donc, il a même mis 5 milliards dans les usines Intel aux États-unis, alors un peu poussé par façon Trump. Là, je viens de voir, il vient d'annoncer un truc, il dit Nvidia présente l'IA comme la nouvelle révolution industrielle avec l'objectif de transformer usines, robots, voitures et infrastructures. Bon, voilà. Bon. Donc voilà, ça ressemble à ce qu'il disait au CES. Voilà. Non, mais comme tu disais, je relis ce que tu disais, François, qui est très juste sur le fait que quelque part, il a une culture en fait de l'écosystème historique, et il en a vu. C'est un vieux briscard de la tech, quoi. Bien sûr, il en a vu certains grandir, mourir avant lui, et lui est resté. Mais il est resté parce qu'il est doué, parce qu'il est resté sur son métier. C'est ça qui est intéressant. Et en fait, là, il profite d'un momentum qui est l'IA aujourd'hui avec les capacités d'investissement, et aussi, je dirais, quand même le contexte de Trump, parce que aujourd'hui Trump fait de l'IA notamment un outil de hard power, c'est-à-dire un vrai outil de leadership, et il est discret politiquement, mais il profite quand même aussi à la fois de la vague IA qui lui permet justement d'être un vrai acteur, un vrai poids lourd de la chaîne industrielle de l'IA, dont d'ailleurs je pense qu'il va trouver un modèle économique lié à l'infrastructure physique, c'est assez évident, mais aussi de ce contexte politique qui fait que les États-Unis ne doivent pas perdre cette guerre. On est là jusqu'à 20h30. Donc... Juste un mot, il y a une annonce qui est très attendue, on va voir si ça sort, parce que ça c'est dans les rumeurs, c'est qu'il a racheté Grok.
Grok dont tu avais reçu l'un des fondateurs. Non pas Grok, le Grok d'Elon Musk. Non pas le Grok d'Elon Musk, mais le Grok fabricant de puces, et qu'il avait racheté pour 20 milliards. Et on s'attend justement à ce qu'ils annoncent une puce d'inférence. Donc inférence, c'est les puces sur lesquelles on fait une requête. Et là, c'est assez attendu, parce que s'il vient jouer sur cette cour-là, Fred, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un point dans 3 quarts d'heure environ, parce que la keynote, je vous le rappelle, est en train de se dérouler. C'est live. Il y a eu un peu de retard, donc pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, mais on y reviendra tout à l'heure pour voir si effectivement il y a des choses, on va dire, assez intéressantes et qui ont le mérite qu'on vous les raconte. J'aimerais qu'on enchaîne avec un autre sujet très intéressant, c'est X. Évidemment, vous le savez, Elon Musk, il y a 2-3 ans maintenant, rachète Twitter, le rebaptise X et change complètement un petit peu la philosophie de Twitter, et notamment les petites coches bleues, vous savez, ces encoches qui, auparavant, certifiaient les personnalités que des comptes, en fait. Et voilà, alors c'était le petit badge bleu, là. Badge, voilà, les politiques, les journalistes, les personnalités, en tout cas les personnes reconnues dans leur domaine, dont on était sûr que c'était eux, avaient ce petit badge. Elon Musk rachète Twitter, le rebaptise X et change complètement en fait la philosophie de ces badges dans le monde entier. Pour le garder, ce badge-là, il faut payer. Sauf que ça n'a pas plu à la Commission européenne, qui a décidé, grâce au DSA, d'infliger une amende de 120 millions d'euros à Elon Musk, qui n'a pas du tout apprécié ça. C'est d'ailleurs même monté au niveau de Donald Trump, qui avait menacé, je me souviens, l'Union européenne en disant il a même dit Thierry Breton. Et je crois que c'est à cause de ça que Thierry Breton s'est retrouvé interdit de séjour aux États-Unis. Bien sûr, à liste, cette histoire-là, quand même. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que, et c'est l'actu du jour, Elon Musk revient sur les modalités d'obtention de ce badge en Europe. Donc ça va changer. On n'a pas beaucoup d'informations, mais visiblement, pour avoir ce badge, eh bien, peut-être qu'on va revenir à ce qu'on connaissait auparavant, c'est-à-dire que le badge serait obtenu par, on va dire, la certification de personnalité, non pas parce qu'on paye. Parce que, évidemment, Marion, ça a été le boxon avec cette histoire-là. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui payaient des pseudos, des certificats, en se faisant passer pour d'autres personnes, en fait. Oui. C'était terrible. Et en même temps, il fallait trouver aussi le modèle économique de Twitter, parce que c'était pas gagné non plus. Il n'y avait pas dans ce contexte-là. C'est pas que c'est rentable. Tu connais l'univers des startups comme nous. Tu essayes plein de choses. C'est tout très muskien, ça d'ailleurs. Tu essayes plein de choses, ce qui ramène un peu de liquidité pour assurer les actionnaires. C'est plutôt bien. Et puis on était en pleine période de tempête publicitaire à l'époque. Plus personne ne voulait investir dans X, qui avait une très mauvaise réputation. Il y avait quand même une fuite d'annonceurs et de marques sur la plateforme Twitter à l'époque. Et on sortait de l'épisode, rappelez-vous, hein, chaque semaine, au début, quand ils voulaient le rachat, combien de temps ça a duré, cette histoire du rachat. C'est ça. On faisait un épisode presque chaque semaine. Les allers-retours, tout ça, c'était... Quand il était arrivé avec sa cuvette là, de WC, je sais pas quoi. Lavabo, Oui, pour purger un peu le quarter de Twitter, qui a effectivement beaucoup de développeurs pour y être allés. Mais non, après, là, je ne sais pas si tu veux qu'on commente finalement la mesure de l'Europe. C'est plutôt une bonne nouvelle quand même. C'est la mesure de l'Europe. En fait, là aussi, ça s'inscrit quand même dans un contexte très particulier. C'est-à-dire qu'effectivement, tu as cité Thierry Breton, interdit de territoire, c'est clairement une mesure de coercition dans la passe d'armes qu'ils ont eue ensemble, et ils se détestent gentiment, voire même méchamment. Mais en tout cas, c'est effectivement, on peut le commenter tel quel, c'est-à-dire que l'Europe joue son rôle de régulateur, mais c'est quand même dans un contexte très particulier, où d'ailleurs la France rentre à nouveau en campagne électorale. Vous savez quand même que la France est très regardante, comme d'autres pays d'Europe, à la façon dont on peut utiliser, notamment Musk, ce genre de plateforme pour influencer ou orienter. Il est quand même le roi de l'ingérence. Et donc c'est un contexte assez particulier dans lequel Musk est regardé non plus comme celui qu'on accueillait en star, comme ça, mais comme quelqu'un à qui il faut faire la leçon. Et ça se tend quand même, les relations se tendent. Après, que l'Europe applique les règles jusqu'au bout, c'est une très bonne nouvelle, parce qu'elle aurait pu effectivement se donner encore du temps, attendre. Le temps est aussi une arme et un argument. Donc moi, je trouve que c'est plutôt bien que Musk se plie aux conformités des règlements. Depuis un moment, ça pouvait lui coûter 6% de son chiffre d'affaires. Exactement.
Ça a coûté 120 millions en apéro. Ce qui est rien après, pour ça lui. peut aller plus, ça peut aller plus. Ce qui est rien pour lui, mais bon. Ouais. Oui, mais enfin, ça fait beaucoup d'argent quand même, dans l'absolu. Stéphane, bonne ou mauvaise nouvelle, le fait que X redevienne, en tout cas, la certification redevienne un petit peu dans les clous? Je sais pas, parce qu'en fait, avec cette histoire-là, je sais pas si la petite coche bleue avait gardé sa valeur, en fait. Et si... Ils avaient mis une dorée, puis... une dorée, il y a oui. Bah, je sais pas, moi, quand tu vas sur mon compte, il y a la petite coche bleue, il y a écrit coche bleue depuis 2016. Donc, en gros, on voit que j'ai pas payé pour l'avoir. Bon, je dis ça. Mais je sais pas comment c'est chez les autres. Je regarde, et en fait, je regarde plus, en fait, d'une certaine manière. Parce que quand même, tout ce que ça a pu générer, surtout ces 2-3 dernières années, c'est tout un ensemble de trolls qui se sont fait passer pour l'un ou pour l'autre et qui ont gardé une forme de légitimité ou de profiter des fonctions premium pour pouvoir publier, effacer, modifier des tweets qui étaient parfois pas terribles. Enfin bon, voilà, je sais pas, moi, pour moi, ça a beaucoup dévalorisé cette coche bleue qui n'était pas très valorisable d'ailleurs à l'époque. Hein, je sais pas, moi, ça n'a pas changé ma vie le jour où je l'ai eu. Hein, je crois pas. Non, ça n'a pas changé ma vie. Non, mais alors. je le dis. Non, mais c'était quand même intéressant pour tous les lecteurs de X. Ils savaient que derrière ce pseudo, il y avait Stéphane Zibi et peut-être pas Monsieur Michu qui voulait se faire passer pour toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est sûr. Je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup qui aient cette ambition, mais. Peut-être à ton niveau, mais peut-être pour d'autres personnalités. Pour d'autres, un scientifique, un politique, un chanteur, un journaliste, ça peut vite déraper. Comme l'a dit Fred, il y a quand même d'autres couleurs qui sont les gens qui sont gouvernementaux, etc. Et moi, je pense qu'il y a même parfois, il y avait des logos d'entreprises, même parfois. Donc je me suis dit, peut-être ils ont diversifié leurs revenus avec des trucs comme ça, comme la FNIC avec des points, je sais pas quoi là. Mais c'est vrai que j'étais en train de me dire, mais en fait, pour moi, je dis juste, s'ils appliquent la règle en Europe, ils seront obligés de l'appliquer dans le monde entier s'ils changent les règles. C'est là où on n'en sait pas trop, parce qu'on ne sait pas comment ils vont l'appliquer en Europe. On ne sait pas s'il y aura un X à 2 vitesses. C'est un pour l'Europe et puis un pour le reste du monde. Et puis derrière, il faut voir qu'il va avoir d'autres obligations. Hein. Il est en cours, l'Union européenne, il y a toute l'histoire autour de la pub, parce que la pub aujourd'hui, c'est beaucoup trop opaque et l'Union européenne lui a demandé de clarifier pour dire clairement qui finance les publicités. Il a ça. Il a l'histoire de l'accès aux données pour les chercheurs. Moi, j'étais il y a quelques semaines à l'ENS. Il disait, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui? Il faisait un truc sur l'IA. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour aller plus vite et tout ça? Il dit des datas. Et aujourd'hui, il y en a une qui travaille sur la sémantique. Elle dit oui, moi, si je vais sur X, c'est 5 000 € à chaque fois. Donc là, il demande un accès plus libre. Et puis, dernière chose, c'est la lutte contre les contenus illicites et la désinformation. Bien sûr. Il n'est pas très clair sur comment il... En tout cas, c'est intéressant. Et ça va prendre 20 secondes. C'est que si, par exemple, il plie là-dessus, ça montre quand même que le DSA quand même a certaines vertus, comme tu dis. Et donc, s'il y a ça, les autres qui doivent se soumettre au DSA doivent s'y soumettre. Ça a valeur d'exemple. Ça a valeur d'exemple. Et je pense, même si c'est un détail, cette coche bleue, pour moi, il faut regarder plus loin. Et comme le RGPD a pu faire plier toutes les plateformes et faire en sorte et montrer aussi aux utilisateurs que leur data avait de l'importance, peut-être que ça pourrait avoir au moins une certaine vertu. Et puis, rappelons que X n'est pas le seul à proposer des coches bleues en payant. Hein. C'est pareil chez Insta, chez Meta, Facebook, etc. Donc ça va être intéressant de voir aussi comment ils vont réagir, les autres. À suivre. Il nous reste 5 minutes, j'aimerais qu'on évoque un autre sujet, avant de parler de Meta et de toutes les histoires en ce moment qui tournent autour de Meta. Eh bien, c'est, on va dire, la défense, et notamment ce robot, alors issu carrément d'un scénario de Terminator, hein, parce qu'il est incroyable, il s'appelle le Phantom MK1. On le doit à l'American Foundation, et il est en train d'être testé au front en Ukraine. C'est un robot, en plus, qui est humanoïde. Oui, c'est Robocop. C'est Robocop, voilà. Terminator. Fais-nous un peu le robot, Fred, pour voir comment... Je plaisante. Et ce robot porte des armes. C'est dingue. Et alors après, je ne sais pas comment il fonctionne. Est-ce qu'il est piloté, télécommandé? Oui, il est sans doute télécommandé. Sans doute. Parce que l'on voit au CES qui se battent et tout ça. J'espère que ce n'est pas les capteurs et l'intelligence artificielle qui décident de ces actions. Mais quand même, Marion, quelle histoire. On y va quand même. J'ai publié dans ma newsletter hors norme l'interview d'un CEO soldat il y a 2 semaines, qui est l'actuel opérateur Sigfox en Ukraine, qui d'ailleurs Sigfox au passage a l'air de fonctionner sur place. Bref, j'ai rien dit, et qui me raconte cette guerre moderne en fait, ultra moderne, cette guerre technologique.
Et il a ces mots qui sont assez étonnants, parce qu'il est quand même sur place. Il dit, on est en train de construire le Skynet. Le Skynet, c'est justement tu vois, et il dit, en fait, nous-mêmes... de Terminator. Exactement. Et il l'assume parce que... Et en même temps, il l'assume tout en ayant peur. C'est-à-dire qu'on construit notre propre monstre. Et donc, oui, ces robots-là sont, de toute façon, quand on est en guerre et qu'on a des missiles sur la tête, tout est bon, entre guillemets, pour se sauver. Oui, donc, c'est aussi une fuite, une course en avant qui est assez terrible sur place, où effectivement, la techno low cost côtoie volontiers alors, je ne vais pas poser la question particulièrement sur ce robot, mais tout est utilisé, tout est testé. Ça permet aussi aux Américains quand même de tester leurs innovations sur des terrains, pas de simulation, mais des vrais terrains de guerre. Et le problème, c'est effectivement ce que tu évoquais rapidement, c'est que ça change la doctrine de la guerre quand même. C'est-à-dire que si demain, les robots, les IA sont capables de décider à la place de l'humain, c'est-à-dire que c'est les algorithmes quelque part qui décideront, c'est un vrai problème. C'est un nouveau paradigme. On va déléguer en fait à des machines notre décision, et ça, c'est quand même très vertigineux. Après, le point positif, moi je dirais dans tout ça, c'est que si ça peut éviter plus de morts humains... Moins de morts. Moins de morts. Si ça peut éviter... oui, si ça peut éviter, on va dire, des victimes. La disparition d'humains. Parce que c'est vrai que s'il y a ces robots qui sont là et qui vont par exemple sur les terrains minés, et qui vont à des endroits là c'est le but, je crois, plus sensibles. Il y en a deux, ils les ont mis en première ligne. Voilà, il faut raconter vraiment l'histoire. C'est-à-dire qu'ils sont là aussi pour faire des tâches ultra dangereuses dans des zones où pour l'humain c'est vraiment très risqué. Mais c'est comme le déminage, on en voit depuis longtemps des robots sur des terrains minés. Tout à fait. À la place des humains. Moi, ce qui me marque quand même, je me dis, il y a quand même une histoire d'image aussi, parce que on sait que là il y a une bataille de tranchées, hein, souvent ils se voient à vue, les combattants russes et ukrainiens. Te dire que tout d'un coup, tu vois deux robots humanoïdes, même si tu te dis que ce ne sont que des machines, ils sont moins dangereux qu'un char ou qu'un lance-roquette ou je ne sais quoi, je trouve que l'effet psychologique, quand même, on se dit, oula, ils en ont deux, vu la vitesse à laquelle ils ont fait des drones, s'ils commencent à nous en sortir plusieurs qui les mettent sur certaines zones, je pense qu'il y a un effet aussi psychologique là qui peut être important. Alors, on en est qu'au début de l'histoire, hein, parce qu'il faut savoir qu'il y a énormément de technologies dans ces robots. Oui. Par exemple, ils ont un système thermique qui font que pour des radars ennemis, on peut croire que ce sont des humains, alors qu'en fait, ce sont des robots. Et il y a des tests qui sont menés par les Marines afin de former ces robots à placer des explosifs sur des portes, par exemple, et faciliter l'accès au site pour les troupes en toute sécurité. C'est-à-dire que voilà, ils seraient vraiment... Les éclaireurs. Voilà, les éclaireurs, ceux qui, en général, trinquent les premiers, pour après laisser un petit peu le champ libre, on va dire, à des humains, quoi, finalement. C'est quand même assez impressionnant. Là, c'est le début de la guerre algorithmique. Ouais. Là, franchement, là, on a... C'est Terminator. Mais non, ouais, c'est ça. Non, mais ça, on a En fait, je suis un peu surpris que vous soyez surpris. En fait, que ça non, pas surpris, mais les voir aussi vite. Non, mais on a eu les drones qui sont arrivés dans le ciel. Ouais. C'est normal qu'on ait des Terminators qui arrivent sur la Terre maintenant, parce que ça y est, ils ont franchi un cap ces dernières années. Vous avez vu l'agilité, la motricité fine. On est sur l'intelligence, l'IA physique. D'ailleurs, il en parle, notre ami d'NVIDIA, là, en ce moment. Non, moi je trouve que c'est une logique, et comme tu l'as dit, ça fera moins de décès humains. Tant mieux, c'est peut-être pas plus mal. Voilà, accrochons-nous à quelque chose de positif quand même pour clore ce sujet. Tant que c'est quelqu'un qui est derrière pour qu'il tire ou ne tire pas. Ouais. Voilà, c'est ça la question. Il y aura sans doute du NVIDIA d'ailleurs dans ces robots, forcément, obligatoirement. Pilote NVIDIA qu'on suit en direct, on va en parler tout à l'heure. Et restez avec nous, petite pause dans Tech & Co avec Marion, Stéphane et Frédéric. On va évoquer les derniers déboires de Meta. Et croyez-moi, Mark Zuckerberg a 2-3 soucis en ce moment. On va en parler ensemble juste après cette petite pause. À tout de suite et merci d'être là. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Le retour du débrief de l'actu tech sur BFM Business, un grand merci d'être là.
et toujours très heureux de vous accompagner chaque soir de 19h30 à 21h en direct à la radio, à la télé. Et puis merci aussi à vous qui nous écoutez, qui nous regardez en podcast. Avec ce soir sur le plateau de Tech & Co, je le disais, Marion Moreau, journaliste et fondatrice d'Or Norme Média, Stéphane Zibi, consultant spécialiste en transformation numérique et en IA, et Frédéric Simotel, journaliste à BFM Business, qui va nous décrypter les annonces de Nvidia. Tu as 3 minutes. Non, je plaisante. Non, parce que pour l'instant, il est toujours là, il est dans les architectures AI native. Il a parlé de l'architecture Rubin. Il n'a pas encore parlé moi, j'ai pas entendu parler encore de son protocole d'inférence là. Pas encore. Grok. Il a un petit peu parlé de robots. Il a dit qu'il y aurait de l'IA partout. On a vu des voitures, ça ressemble beaucoup pour l'instant à la conférence du CES, du CES du mois de janvier. Et cela dit, il y aura forcément des choses fortes annoncées. Obligatoirement. Oui, enfin, pour moi, il va surtout dire, voilà, on est bien dans les clous. Ce que vous avez dit avant, voilà, on est bien. Je fais ce point d'étape ce soir, vous dire qu'on est bien en train d'avancer dans tous nos projets. Alors, pour poursuivre cette deuxième demi-heure de Tech & Co, la quotidienne, on va évoquer Meta. Meta avec plusieurs actualités. Dans quelques minutes, on évoquera le constat qui est quand même amer et compliqué à accepter pour Mark Zuckerberg. Meta est en retard sur l'IA. Avec son nouveau modèle qui était là pour en fait remplacer Llama. Et ils sont tellement en retard qu'on murmure qu'ils pourraient même se faire appel à l'ennemi juré Gemini de Google. Vous vous rendez compte ? Enfin, c'est fou. On ne va pas rentrer dans les détails puisqu'on va en parler dans quelques instants. On évoquera aussi Meta qui a signé un contrat de 27 milliards avec l'entreprise européenne Nebius. Fred, tu vas nous expliquer qui est Nebius parce qu'on ne les connaît pas. Mais en tout cas, c'est un joli coup pour Nebius. 27 milliards de la part de Meta, c'est pas mal. Et puis, on va commencer par encore une fois, une rumeur, mais elle est quand même assez symptomatique de ce qui se passe dans toutes ces boîtes de tech. Il y a eu le Covid, explosion des embauches, des dizaines de milliers de collaborateurs qui ont été embauchés comme ça en quelques semaines, quelques mois, parce qu'on avait besoin de redensifier les troupes, en quelque sorte, et de surdimensionner tous ces réseaux. Et puis depuis, évidemment, on voit qu'il y a des coupes claires qui sont un peu partout. On a beaucoup parlé d'Amazon, de Microsoft, même chez Google. Et encore une fois, on parle de Meta. Meta qui pourrait licencier 20% de ses effectifs, alors qu'on le sait, ils dépensent sans compter dans l'IA générative. Et 20% des effectifs de Meta, ça fait du monde quand même. Parce qu'ils sont à 80 000. Employés. Cela dit, Fred, quand on regarde un petit peu l'historique des licenciements chez Meta, c'est pas la première fois. Non. Alors, 2022, 2024, je crois. Faut voir pendant le Covid, il y a eu plus de 40 000 recrues. C'était 38 000, et puis d'un coup, ils sont passés à plus de 75 000. Donc, alors, il fallait sans doute. Et puis, il y avait le grand effort fait autour du métaverse. C'était des milliards. Je regardais, cette année, ils ont dépensé 72 milliards de dollars pour déjà tout leur développement autour de l'IA. 72 milliards de dollars. Là, tu ne parles pas du métavers. Non, parce que justement, ils sont en train de prendre un autre virage. Et c'est vrai que depuis, ils ont réajusté. Alors, il y a eu une première vague de licenciements de 11 000, ensuite il y a une autre de 10 000. Ensuite, là, récemment, il y en a une de 1 500. Et puis donc, il y a celle-ci de 16 000. Donc, alors, il y a peut-être un petit peu de réajustement, mais quand même, on sent que, pour moi, il y a plusieurs choses. La première, c'est que il ne garde que les... Alors, souvenez-vous, aussi, il y a un an, on vous parlait des gens qu'il allait recruter à 200 millions de dollars, 300 millions de dollars. Enfin, c'était des salaires complètement dingues, prime à l'embauche, prime, etc., pour s'offrir les meilleurs. Alors, à l'époque, on se disait, oui, mais quand on touche 14 milliards par trimestre de bénéfices, on peut bien prendre 3 ou 4 stars. Bon, au bout d'un moment, il faut quand même que ce soit rentabilisé. Et donc, je pense que là, il a besoin de revenir dans cette course à l'IA générative et de trouver des modèles un peu plus rentables. La deuxième chose, c'est il doit rassurer aussi les actionnaires. Les actionnaires, ils regardent tout ça, ils disent, bon, attends, c'est bien de dépenser, mais là, il faudrait commencer à ce que ça rapporte. Derrière, je pense qu'ils commencent aussi à utiliser leurs propres outils. Et eux, ils ont beaucoup moins comment dirais-je, de barrières que nous pour dire, ça, je peux automatiser. Allez, ping, je déploie. Ça supprime 200 postes. Vous supprimez 200 postes et je déploie l'IA automatisée. Donc, il y a cet effet-là. Et puis derrière, c'est toute la réorganisation, fin de l'ère métaverse. Donc, on renvoie les chances sur il a créé une division super intelligence. Là, il a mis 3000 personnes dedans. Et voilà, et ça se fait
quelque part, c'est dur, ça se fait à l'américaine, hein, on s'en va par wagons entiers, mais quand même, ça montre plusieurs choses. Alors après, il faudra voir qu'est-ce que ça va changer pour nous, utilisateurs, quand on est sur Facebook, sur Instagram, enfin pour ceux qui continuent à y aller. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura moins de support humain, il y aura moins de... On sera piloté par les... On ne peut pas dire que le support humain davantage chez piloté Meta, par les algorithmes. Si quelqu'un d'entre vous a déjà discuté avec quelqu'un de chez Meta parce qu'il a un problème avec son réseau social, il nous le dise parce que c'est rare. Pour les développeurs et tout ça, je suis en plein dedans là, c'est un enfer. Non, mais c'est un enfer. Non, mais tu vois, pour ceux qui font de la pub, est-ce qu'ils vont quand tu négocies des trucs de pub, bon, il y a des choses qui sont bien entendu très automatisées, mais voilà, là, ce sera complètement automatisé, on pourra plus négocier, on négociera avec un algorithme. Marion, année de tous les dangers pour Mark Zuckerberg, tu crois ? Oh, je pense pas quand même, parce que ça reste un mastodonte quand même de la Silicon Valley, en tout cas des États-Unis. Il est quand même lui aussi dans l'armée des 12 singes des États-Unis, conquérant, toujours très conquérant sur le sujet. Ouais, il dérape pas mal quand même. Il y a des dépenses inconsidérées. Oui. Enfin, je veux dire, il se fait plaisir. On a l'impression qu'en plus, c'est peut-être intéressant. C'est peut-être l'un des seuls maîtres à bord, finalement, de toutes ces boîtes tech. Parce que Meta, ça lui appartient. En tout cas en grosse partie, alors que Google, ils ont un boss, mais il est obligé de rendre des comptes à ses investisseurs, etc. Enfin, à ses financiers. C'est sûr que Mark Zuckerberg, c'est pas la première fois qu'on se pose des questions sur sa stratégie quand même. Donc, quand même, souvenez-vous, le métaverse, il est allé à fond. Je vais changer le monde avec ça. En fait, ça prend un peu plus de temps quand même. C'est pas non plus financier, je te confirme. Un gouffre quand même. Mais l'immersif, va venir quand même, mais ça prend quand même beaucoup plus de temps. On a l'impression que il prend une décision et quand il la prend, il met effectivement des milliards dessus. C'est quand même ce qui est son histoire. Maintenant, moi, ça me rappelle une chose, c'est j'en avais déjà parlé, je crois, ici dans l'émission, c'est l'article d'Eric Schmidt, qui d'ailleurs était le CEO de Google et qui est revenu de Chine l'été dernier, où il s'est rendu pour la première fois en 2 ans, et où il écrit dans le New York Times aux gens comme Zuckerberg, d'ailleurs, c'est un article qu'il aurait... c'est un pamphlet contre la Silicon Valley en disant « Les gars, vous êtes tous en train de vous planter avec vos super intelligences » et c'était clairement une critique contre Mark Zuckerberg. Moi, je reviens de Chine. Là-bas, la robotique plus l'IA industrielle, c'est une réalité. On est en train, nous, de réfléchir à l'AGI, est-ce qu'elle existe ou pas, l'intelligence artificielle généralisée. Et donc, il dit, arrêtez de déconner, là, on est tous en train de perdre du temps, il ne faut pas qu'on perde du temps. Et donc, je vois comme un petit réajustement aussi, peut-être il l'a lu, cet article, c'est évident, parce que Eric Schmidt est quand même très influent dans le monde des tech bros américains. Moi, j'y vois comme effectivement une réaction suite à ce que Schmidt a dit publiquement. Stéphane. En fait, on voit, il diminue la masse salariale, c'est pas pour des raisons économiques, c'est des raisons parce qu'en gros, quand on se sépare de 16 000 personnes, alors certes, à l'américaine, c'est beaucoup plus simple qu'en France. Un jour, on a envie de les virer, on les vire. Voilà. Jack Dorsey, il a fait ça, il a viré 4 000 personnes d'un coup. Et rappelez-vous Elon Musk avec Twitter. Voilà. Quand il est arrivé, bien sûr. Il a décimé les effectifs de Twitter. Le droit du travail n'est pas tout à fait le même. Le droit du travail, déjà, donc la protection. Donc ici, on n'aurait pas pu virer 20% d'une entreprise qui va très bien. C'est pas possible, il faut vraiment justifier. Parce que quand on vire 20% des effectifs, donc 16 000 personnes, et d'un autre côté, on fait un chèque de 27 milliards, on va en parler dans quelques instants, mais ces 27 milliards, c'est une goutte d'eau par rapport aux centaines de milliards qui vont être investis dans l'IA. Comme il est coutumier du fait d'investir... Voilà, il faudrait. On a parlé des métaverses qui étaient un véritable gouffre financier, parce que fonctionnellement, c'était une hérésie d'aller là-bas, mais pourquoi pas. Sur l'IA, tout le monde sait qu'on doit y aller, mais savoir comment y aller. Lui, il va investir des centaines de milliards. Peut-être que ce sera le trou noir pour Meta, finalement, s'il se plante encore. Et c'est ça, en fait, la difficulté. C'est que nous, d'un autre côté, on l'aime bien. Bon, il est sympa, quoi. C'est sympa, mais il n'a pas l'air d'être le plus grand des visionnaires. C'est pas Jensen Huang ou Elon Musk, à mon humble avis. Je crois pas, en tout cas. Moi, c'est même tout l'inverse. Je crois même que... Oui, puis lui non plus, il n'a pas suivi son focus de départ, qui est de faire du social. Et c'est son métier. Pour moi, Facebook a été très fort parce qu'il avait Sheryl Sandberg avec lui. Si elle n'avait pas été là, moi, c'est mon avis, je ne pense pas que Facebook aurait été aussi puissant, parce qu'elle a cadré les choses. Ça, c'est mon avis d'extérieur. Mais... Ce qui est déstabilisant, c'est que tu as l'impression que
tous les 3-6 mois, il change un peu. Voilà. Alexander Wang, il a racheté Scalea, enfin une partie de Scalea, parce qu'avec l'histoire de non-concurrence, il ne pouvait pas racheter toute l'entreprise. Il a mis quand même 14 milliards sur la table. Il a quand même récupéré Alexander Wang, donc avec un salaire, je pense, pas trop mauvais. Il a dit ce sera toi le patron de toute la division Super Intelligence. Puis finalement, là, on apprend qu'Alexander Wang, il n'est plus trop dans les petits papiers. Il aurait été un peu placardisé, donc c'est un autre qui doit monter. Et Alexander Wang, c'était... et puis tous ces recrutements à 200 millions de dollars, qui n'ont pas l'air d'être très... Yann Lequin est parti. Même en football, on ne les fait plus. Yann Lequin est parti, Yann Lequin est parti. Enfin, voilà, c'est compliqué. Je trouve que c'est compliqué quand même pour Meta. Heureusement qu'ils cartonnent avec leur réseau. Avec Instagram. Alors WhatsApp, c'est plus compliqué parce que c'est des boîtes qui valent 500 milliards. Oui, mais il n'y a pas de modèle. En fait, quand tu discutes avec les spécialistes des réseaux sociaux, il y a pas de. C'est intéressant. Il n'y a pas de modèle économique pour WhatsApp. WhatsApp ne gagne pas d'argent ou peu finalement parce que tu peux pas mettre de la pub dans tes messages. C'est compliqué de monétiser WhatsApp, mais c'est un vecteur incroyable. En CRM, en CRM, en utilisation back-office, CRM, ça commence à le faire, parce qu'en fait, quand tu arrives à générer et à concentrer près de 3 milliards de personnes quotidiennement, il n'y a pas un seul réseau qui arrive à utiliser et à concentrer autant de personnes qui vont être sur leur messagerie. Bien sûr, et puis ça vous connecte à l'écosystème Instagram, Meta, Facebook, etc. Et je pense sincèrement, même ce n'est que mon avis, le fait qu'on on est autorisé, parce que quand vous installez WhatsApp pour la première fois, vous autorisez le micro. Je suis certain qu'il écoute nos conversations avec non, pas ça. Je ne sais plus qui avait dit... c'est par WhatsApp que ça passe. La vision de Meta, c'était d'acheter les sens cognitifs humains. Donc l'ouïe, l'odorat demain, etc. C'est pas du tout idiot. Je crois que je suis certain que les pubs... On parle des Maldives, là. Ouais. Je suis sûr qu'on aura une pub de Maldives sur Facebook. C'est vrai qu'on a souvent des coïncidences comme ça. Je suis sûr que ça vient de là. Je ne suis pas sûr que ce soit des coïncidences. Lucas Perrodin nous avait expliqué, vous savez que c'est notre spécialiste réseaux sociaux IA, il nous avait expliqué que non, ça n'écoutait pas, mais que il y avait, en fait, nos téléphones discutent entre nous quand on est comme ça à proximité, et surtout il voit que par exemple je suis ami de Marion sur Insta, on va checker en fait nos points communs, etc. Et puis après ils vont, on va dire, communiquer des sujets en commun qu'on pourra avoir, mais Lucas m'a toujours dit que en fait, il n'écoutait pas. Les micros n'étaient pas en route. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas le dire. Ce serait un scandale. Je suis sûr que c'est... C'est pas compliqué de... En tout cas, il a changé le look. Il s'est mis dans les t-shirts extra larges. Ouais. Oui, c'est tout. Et puis coupe frisée. Avant, il avait les cheveux très ras. Voilà, parce que par rapport à la photo que tu as derrière. Ouais, c'est clair. On enchaîne avec une autre actu. Cette fois-ci, toujours liée à Meta, mais assez intéressante. C'est cet accord signé entre Meta et Nebus, Fred, un contrat de 27 milliards de dollars. Qu'est-ce que c'est ? Qui est Nebus ? Nebus, justement, finalement, on le connaît sans le connaître. Alors, c'est un fournisseur cloud et qui est né, la maison mère est née en Russie avec un certain Yandex. Yandex, c'est ce qu'on dit à l'époque, c'est le Google. C'était le Google russe. Et donc, pour se développer, ils se sont rendus compte qu'à un moment, ils ne pourraient pas continuer. Vous imaginez bien que les événements à vivre seulement en Russie. Il faut quand même progresser. C'est quand même de l'investissement, c'est quand même de la tech. Il faut sans cesse avancer. Vivre en vase clos en Russie, ça n'apporterait rien. Donc, il faut essayer de sortir. Et donc, ils ont sorti cette entité Nebus qui est devenue, qui est cotée, qui s'est installée aux Pays-Bas. Pays-Bas, donc qui est là-bas. Et donc, c'est un fournisseur cloud. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il va acheter des serveurs, la GPU auprès de Nvidia d'un côté, parce que Nvidia a aussi investi dans cette entreprise, et Meta va acheter des instances cloud chez Nebus, justement, parce qu'ils ont besoin de ne pas rester... Et pourquoi pas un acteur américain ? Pourquoi un acteur européen ? Ils sont déjà présents chez les autres, mais voilà, il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Là, après, est-ce qu'on ira chercher des connexions russes ? Je n'irai pas jusque-là, parce que on ne sait pas trop, c'est un peu nébuleux, Nebus, c'est le cas de le dire.
pour du cloud. Waouh. Voilà, le jeu de mots. Ça, je viens de comprendre. J'ai mis 2 secondes. Pas mal, hein. Mais c'est voilà pourquoi eux, parce qu'il faut diversifier, parce que peut-être que là ils voient un acteur européen, donc ils se précipitent aussi ce côté acteur européen, en disant voilà, si j'ai des clients qui veulent, parce que tout le monde sent quand même venir ces enjeux de souveraineté, de là où est hébergée la data, ben, je me dis là au moins j'ai un acteur européen, donc il y a un peu de ça. Et puis, mettre de l'argent chez les autres, c'est aussi mettre de l'argent, même s'ils les utilisent, chez ses concurrents. Oui, c'est clair. Non, en fait sur cette boîte-là, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que déjà, ils se basent sur les nouvelles puces Vera Rubin, qui sont annoncées d'ailleurs même ce soir à la keynote d'NVIDIA. Donc déjà, on voit quand même qu'il y a eu des discussions qui ont été faites, et pas seulement entre deux, mais avec aussi NVIDIA qui est omnipotent quand même dans ce milieu-là. Mais il y a aussi, il faut dire les choses, c'est qu'on a parlé des datas qui sont très rares et qui sont quand même l'essence et le caviar de tous. Il y a un truc qui est aussi important, c'est la puissance de calcul. Et la puissance de calcul, il faut la trouver partout. Ouais. Là, elle était en Europe. Je pense que c'est aussi une façon, comme tu l'as dit, de te diversifier. Mais c'est vrai que la puissance de calcul qu'avec cette boîte-là, elle est quand même non négligeable. Et c'est vrai que l'Europe est un pays important. On ne parle pas seulement de data center, maintenant, c'est de puissance de calcul. Et c'est vrai que c'est pour ça que c'est quelque chose de très complexe, l'IA. Et c'est pas un mauvais accord. C'est pas un mauvais accord. Parce qu'en plus, moi, pour tout vous dire, Meta a acheté la boîte que je préfère au monde en ce moment, qui est Manus. Boîte chinoise. Singapourienne au départ. Singapourienne. Et moi, quand ils ont acheté Manus, j'ai dit, tiens, ça y est. Alors, ils vont peut-être faire comme ils ont fait avec WhatsApp et Instagram, c'est-à-dire faire des boîtes comme ça. Et j'ai dit, tiens, c'est bien, c'est une bonne chose. Et là, cette boîte-là, je me suis intéressé. Il n'y a peut-être pas de hasard. Et peut-être les rachats. Quelle est la particularité de Manus ? Pourquoi Manus, c'est le meilleur. Ouais. Ah, mais Manus, essayez-le et faites le même prompt sur ChatGPT, sur Gemini, sur Claude, sur Grok, sur Mistral. C'est le jour et la nuit. Il me fait bien mes slides, il me fait bien mes vidéos, il me fait bien il me fait tout bien, et du premier coup. C'est-à-dire que même, moi, il me connaît bien maintenant depuis 1 an, mais sincèrement, j'ai jamais vu un produit aussi. C'est étonnant parce qu'il est malgré tout dans l'ombre par rapport aux autres. Ça y est, ils ont mis du méta partout, Powerhead, là, ça y est, on commence à recevoir des newsletters. Ouais, et en fait, ils ont axé beaucoup sur la partie professionnelle. Si vous voulez faire des études de marché, sincèrement, ils mettent les boîtes comme McKinsey sont has-been. Hein. Je suis désolé, mais ça, c'est un autre débat. On pourra en parler si tu veux. Mais les boîtes de conseil. Là, j'ai testé, je suis épaté. Là, j'ai eu la chance de rencontrer un grand chef étoilé cette semaine. Je l'ai aidé sur ses recettes de cuisine. Manus, en 2 minutes, m'a fait un boulot que la boîte qui n'arrivait pas à faire ce boulot depuis des mois lui a fait devant moi en 2 minutes. Ouais, c'est clair. Ça donne le tournis. Mais on l'a eu, Yoshua Bengio qu'on a eu ici, qui est donc un des grands pontes que tu as reçu il y a quoi, il y a 2 semaines. C'est le jour où je suis venu. Et il nous disait justement, parce qu'on disait, mais alors vous aussi vous utilisez l'IA. Il dit, ah bah oui, il y a des choses, j'ai donné à mes doctorants, j'en avais pour 3 semaines, 1 mois avant qu'ils me retournent quelque chose. Là, j'ai la réponse en 5 minutes. Voilà, mais là, au niveau du chercheur, où là, on peut imaginer que il sait de quoi il parle. Imaginez par exemple dans le domaine de la médecine, c'est tout aussi rapide. On pourra faire un débat si tu veux. Là, j'ai beaucoup travaillé dessus. Sur celui-là. Marion, rajouter quelque chose sur Nebus ? C'est pour construire l'écosystème de Meta, ce qui lui manque, une brique essentielle. Et puis, comme tu dis, un flag en Europe. C'est plutôt cool. Et dans lesquels, d'ailleurs, NVIDIA a mis de l'argent aussi, dans Nebus. Il nous reste quelques minutes, toujours dans le chapitre méta. Ce constat qui est en train de faire Meta et qui est assez douloureux et inquiétant. On se rend compte que Meta prend du retard dans cette course à l'IA avec son fameux modèle qui s'appelle Avocado, je ne sais pas si vous en aviez entendu parler, qui est censé remplacer en fait le modèle Llama, c'est ça. Sauf que l'Avocado, il n'est pas mûr, ça c'est le moins qu'on puisse dire. C'est pas du Wakama. Non, c'est du, moi je ne sais pas, bon, c'est pas mangeable. Et le problème, c'est que évidemment, tout ça représente des dizaines de milliards d'investissements. Meta est à la ramasse. Mark Zuckerberg est fou de rage
parce qu'il se rend compte que finalement, malgré toutes les dépenses qu'il a fait, qu'il a pu faire dans l'IA, ça marche pas. Et ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'on murmure qu'il pourrait faire appel, parce qu'il a besoin justement de cette IA, il pourrait faire appel à Google et à Gemini, justement pour compenser son retard. Peu comme Apple, finalement. Comme Apple. C'est ce que tu... Oui, on est d'accord. Comme Apple. Et non, mais en fait, c'est vrai qu'Apple, c'est au moins, c'est un modèle qui fonctionne. C'est des années de recherche de la part de DeepMind. Hein. Ça a été créé quand même depuis des années. Il y a une chose qui est intangible quand on utilise des modèles d'IA générative, c'est le temps. Hein. Et le temps, Google, comme OpenAI, ils ont travaillé depuis des années. Eux, ils ont peut-être travaillé depuis des années, mais peut-être pas suffisamment longtemps, et surtout pas avec la constance des équipes, parce qu'en gros, il y a plein de philosophies différentes possibles pour arriver à un résultat. Là, le fait qu'ils retardent de 2 mois déjà, a priori, c'est déjà un aveu d'échec. Si en plus, ils vont voir le concurrent, qui est aussi le fournisseur d'Apple, ça va légitimer Google, ça c'est sûr, mais ce sera très compliqué à faire valider auprès de son conseil d'administration, parce que là, quand même... c'est pas un bon signal, hein. C'est vraiment pas un bon signal. Et c'est vrai que Meta AI, là, n'est pas obligatoirement l'outil qu'on a envie d'utiliser. Voilà, il faut dire les choses comme elles sont. En gros, Avocado aurait le niveau d'un Gemini de l'année dernière. Voilà. Okay, ah oui. Donc, ils ont un an de retard. Non, mais c'est le temps. Ce qui est une éternité. Mais pourtant, avec des gens débauchés à prix d'or, chez OpenAI, chez DeepMind. Oui, mais c'est ça qui est dingue. C'est ça qui est dingue. Et donc, pour limiter la casse, Mark Zuckerberg ne sort pas tout de suite Avocado et attend d'être au niveau. Et en attendant d'être au niveau, fait appel à Gemini. Étonnant. Oui, c'est la rustine, en fait. C'est la rustine de Meta qui est allée un peu trop vite, un peu trop fort sur une logique. Llama, c'était ce qu'on appelait les open weight, qui est un mix entre l'open source, mais qui n'en est pas. Et aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on se disait tout à l'heure. C'est-à-dire que Mark Zuckerberg, il donne cette impression d'être tout feu, tout flamme. Il est jeune encore, globalement. Hein. C'est un jeune patron. Et c'est vrai que ça donne cette impression. Je ne sais pas si c'est la réalité, mais ça donne cette impression qu'il y va très vite, très fort. Et puis après, Pour moi, il a peut-être le syndrome de le mobile. Il a toujours en tête d'avoir raté le virage du mobile. C'est vrai. Voilà, d'être dépendant des plateformes. Et d'être dépendant des plateformes, iOS d'être notamment. dépendant d'Apple et tout ça. On sait qu'il y a cette bataille sur l'iOS. Et je pense qu'il a ce syndrome-là. Et là, aujourd'hui, il se dit, là, il faut que je prenne le virage. Mais le problème, c'est qu'il ne sait pas. C'est comme une savonnette. Là, elle lui échappe sans cesse. Donc, il a tenté le métaverse. C'est pas tout à fait ça. Je vais tenter, on va développer notre propre modèle. Alors, il y a le travail avec Yann Lequin sur la recherche fondamentale. Donc, Yann Lequin a dû lui parler des world models à l'époque. Il a dit, ah oui, ça doit être ça qu'on va faire. Puis ça va rentrer dans le métavers, ça va être super. Il se rend compte qu'aujourd'hui, il faut quand même investir dans des modèles plus rentables à court terme, que là, il ne l'a pas. Et qu'en plus, les modèles qui sortent, ils sont concurrencés quand ils sont mis. Ils n'apparaissent jamais dans les top 10, top 20 des meilleurs modèles. Donc, et là, il sait qu'il doit poursuivre dans cette voie-là, et là pour ça, c'est quand même un entrepreneur qui prend des risques. Moi je trouve que côté entrepreneuriat, c'est intéressant. Je tente, métavers c'est pas bon, hop, je repars sur autre chose. Mais on sent que oui, il n'a pas envie. J'ai raté le mobile il y a 15 ans. Je veux pas rater l'IA. Je veux pas rater l'IA, et il faut voir par où. Non, mais surtout, Fred. Après, le souci, c'est que peut-être qu'autour de lui, il n'a pas, tu vois, Sundar Pichai, il a tous les gars autour. Là, il a des nouveaux qui arrivent, qui apprennent à le connaître. Lucas Perronin nous dit que c'est une personnalité quand même un peu complexe. Il met tous les développeurs, il a sa garde rapprochée de développeurs, il va les voir tous les jours. Voilà, là, il y a certains, il dit, vous m'intéressez plus. Les gars de Reality Labs, allez, basta. Enfin, Parce qu'en plus, derrière tout ça, il y a du hardware. Rappelons que les lunettes connectées de Meta sont au cœur de tout cela. Les casques. Les casques, bien sûr. Tout le monde avait un casque quand il arrive à peine. Oui, mais les casques, ça marche pas. Les lunettes, ça commence à marcher avec Elisir, Luxottica et Ray-Ban Meta. Mais la promesse, c'est que demain, l'IA nous permette de nous augmenter avec ces lunettes-là, que l'on puisse avoir des discussions avec une IA générative, etc. Et aujourd'hui, évidemment, force est de constater que ça marche beaucoup moins bien qu'avec ChatGPT ou avec Gemini. Donc là aussi, il faut qu'il soit au niveau pour le hardware et pour les lunettes. Bien sûr. Là, on le sent bien de toute façon avec les lunettes. Pour la première fois, je ne sais pas si vous avez vu les tests sur la Meta-Display, les Meta-Display, donc avec le petit écran, etc. Déjà, vous êtes limité aux applis
Meta, donc en gros WhatsApp, Instagram, etc. Ouais, c'est très fermé. Et finalement, c'est pas très intuitif d'écrire sur sa cuisse à Marion, tiens, on se retrouve au restaurant. C'est pas quelque chose qu'elle aime. Donc en gros, je pense déjà. Surtout si t'écris sur ta cuisse avec un stylo, au bout d'un moment, ton jean, il va. Non, là, c'est censé être avec ton doigt, mais bon, je suis pas certain que ce soit le meilleur truc. À la fin, je vais reprendre mon téléphone et ça va aller beaucoup plus vite. Et elle aura un message qui dira au moins la bonne chose et pas un truc. Bon, enfin, passons. Mais c'est vrai que d'une certaine manière. Le gadget de l'IA avec les lunettes, c'est pas encore ça, parce qu'en fait, sincèrement, je pense c'est pas une boîte qui est la plus géniale pour inventer des choses qui changent le monde. C'est tout. Non, et puis il faut pas oublier que quand on a plusieurs dizaines de milliers d'employés, on a aussi une administration, une organisation assez lourde. Lucas Perrodin nous disait ça. Il dit parfois, on passe plus de temps à noter les gens avec qui on bosse qu'à vraiment réfléchir. Donc, tu vois, certains des managers, souvent à qui on demande d'avoir des idées, de réfléchir, ils se retrouvent à dire attends, moi j'ai mes équipes de 20 personnes, on me demande une revue d'effectifs de chaque vendredi soir, je dois faire un truc, savoir qui a fait quoi. Moi, du coup, je suis juste à manager ça avec les outils. Donc, il y a un vrai souci. Pendant ce temps, notre ami continue. Alors, tiens, puisqu'il nous reste 1 minute, est-ce que vous avez pu jeter un œil sur les annonces NVIDIA, les amis Stéphane, Fred, le projet Groot a été annoncé, en tout cas. Ça y est. Il a été annoncé. Le projet, pardon ? Groot. Oui. Groot, je pense que c'est leur de robotique, c'est le robot d'apprendre par observation et simulation. Il y a la puce Jetson Tor est présentée comme la plateforme de calcul pour les robots humanoïdes. Enfin bon, c'est toute une suite de. Mais on voit que c'est vraiment la robotique qui est au cœur. Ah ouais, non, mais c'est vraiment, je pense, c'est une keynote de B2B, mais vraiment à fond. Ouais. Mais c'est sûr que là, il y a vraiment beaucoup de nouveautés au niveau hardware, énormément de nouveautés au niveau hardware. Cette boîte-là, elle va encore être encore plus forte et même omnipotente. Je me suis toujours demandé pourquoi il n'y avait pas d'équivalent, ou en tout cas de concurrents qui pouvaient arriver. Encore, d'après les annonces qu'ils sont en train de faire, là, ils vont être encore plus incontournables. Et devenir encore plus. Regardez, il faut jusqu'à voir ses partenaires. Quoi. Ça, c'est en direct, là. C'est la conf en direct. Ah, c'est la conf en direct. Ouais. On voit tous les partenaires. Y a tout le monde. Et il y a for Healthcare, il y a for Robotics et for Search, donc il est présent dans tous ces les Chinois, univers. tout le monde. Ouais. On fera un petit débrief, un petit résumé rapide là, demain. En fait, on attend toujours cette piste d'inférence qu'on n'a pas encore. On va laisser retomber un petit peu tout cela et on verra un petit peu ce qu'il faudra retenir de cette keynote de Jensen Huang qui est en train de se dérouler en direct depuis San José. Merci beaucoup à tous les trois. Merci beaucoup Marion. Merci à toi. Marion Moreau était avec nous, journaliste et fondatrice d'Honor Media. Merci aussi à Stéphane Zibi. À bientôt cher Stéphane, consultant spécialiste et transformation numérique et en IA. Fred, on sera là demain bien sûr dès 19h30. Exactement. Et vous restez avec nous, on a encore une petite demi-heure à passer ensemble. On va pas s'arrêter en si bon chemin. On a plein de choses passionnantes à vous raconter. On va s'intéresser notamment à l'IA qui arrive dans la relation client chez Soch et Orange. Comment ? On va en parler avec une porte-parole d'Orange qui sera avec nous, qui est la patronne de la relation client. Ça va être intéressant de voir tout ça. Orange, c'est un peu notre Nvidia parce que l'action, elle est plutôt pas mal. Vous regarderez. Écoutez, ça fera plaisir à notre invité qui va arriver dans un instant. Je vais pouvoir discuter avec elle de tout cela. Et puis on parlera aussi de la mission Artemis 2. Vous savez qu'elle a eu quelques tout sautement il y a quelques semaines de cela, mais ça y est, la NASA vise désormais le 1er avril pour envoyer ses astronautes vers la Lune. On va en parler avec Antoine Meunier tout à l'heure, notre spécialiste spatial. Et puis dans un instant, c'est Julien Thibault qui nous rejoint pour le Tech Flash. Un grand merci d'être là, à tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, Tech Flash. 20h34, un grand merci d'être là, d'être fidèle à Tech & Co chaque soir sur BFM Business, radio, télé. On est là de 19h30 à 21h. Il est temps maintenant de retrouver le Tech Flash, un condensé de l'actu tech du jour en quelques minutes. C'est avec Julien Thibault qui est avec nous. Bonsoir Julien. Bonsoir François et bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité tech, la grande conférence NVIDIA a débuté tout à l'heure avec Jensen Huang. Les investisseurs attendent des annonces sur une nouvelle puce d'IA baptisée Feynman, sur la stratégie de l'entreprise face à la concurrence croissante et sur l'évolution de l'écosystème logiciel de l'entreprise. Et on reste dans l'IA avec Meta qui prévoit de supprimer environ 20% de ses effectifs pour réduire ses coûts. En parallèle, le groupe investit massivement pour revenir dans la course à l'IA générative.
L'entreprise vient notamment de signer un contrat de 27 milliards de dollars avec Nibus, une société spécialisée dans les infrastructures d'IA. Et du côté de la Chine, le numéro 2 chinois des semi-conducteurs, Huahong, prépare la production de puces en 7 nanomètres, une avancée stratégique alors que Pékin pousse les industriels à réduire leur dépendance aux technologies occidentales. Et on va parler d'Apple maintenant, Julien, qui a surpris tout le monde avec une nouvelle génération de son casque AirPods Max qu'on n'entendait pas. Et oui, Apple a officialisé les AirPods Max 2 aujourd'hui, un produit porté par la puce H2. Au programme de cette nouvelle génération, réduction de bruit renforcée, un son amélioré et surtout l'arrivée de nouvelles fonctions IA déjà présentes sur les AirPods Pro 3. Et puis sur les réseaux sociaux, Instagram va supprimer le chiffrement de bout en bout de ses messages privés. La plateforme pourra désormais accéder au contenu des conversations pour améliorer la modération et la sécurité. Et pour finir, je vous donne rendez-vous sur YouTube et sur le site de BFM Tech pour un nouvel épisode de Multijoueur. Cette semaine, Melinda Davansoulas était à San Francisco pour la Games Developers Conference avec Fergus Leleu, PDG de Playruo. On écoute un extrait tout de suite. Tu es derrière une solution qui est en train de révolutionner un petit peu quand même le jeu vidéo, notamment pour les journalistes qui ont des tests à faire de jeux, qui s'appelle Playruo. Est-ce que tu peux expliquer aux gens qui ne connaîtraient pas ce qu'est Playruo ? Exactement, révolutionner un petit peu, révolutionner beaucoup, j'ai envie de dire. Playruo, c'est une technologie qu'on a développée depuis plusieurs années et qui permet de faire tester des jeux de manière instantanée. Les jeux PC, donc pas de download, pas de téléchargement, pas d'installation, juste du click and play. Donc je suis sur un site internet, je vois une publicité pour un jeu, je clique dessus et au lieu d'avoir un trailer, eh bien, je peux jouer au jeu instantanément en 4K, en 60 FPS, sans avoir rien à faire que de cliquer et de jouer. Et donc on révolutionne un peu le marketing des jeux vidéo comme ça. C'est-à-dire une pub jouable. On a ça un petit peu sur mobile, mais là, avec des jeux quand même d'un petit peu meilleure qualité, on va pas se mentir. C'est vrai, sur le mobile on appelle ça des playable ads, et donc souvent ce sont des versions condensées, réduites, dégradées du jeu qui sont proposées, alors que nous c'est le jeu dans sa plus belle apparat qui est en 4K, en 60 FPS et qui tourne parfaitement sur les ordinateurs, les Mac, les Linux. Voilà, et retrouver Multijoueur, présenté par Melinda Davansoulas sur la plateforme YouTube de BFM Tech, bien sûr, et sur l'appli BFM Business. 20h37, on va parler maintenant d'intelligence artificielle. Cette IA arrive aussi dans le service client, et on va prendre un exemple bien concret, celui d'un opérateur téléphonique que vous connaissez. Tech & Co, la quotidienne, l'invité. Et Laurence Touveny est avec nous ce soir. Bonsoir Laurence. Bonsoir François, bonsoir à tous. Vous êtes directrice expérience client d'Orange France. Vous êtes là parce que Orange annonce coup sur coup l'arrivée de deux nouveaux services d'intelligence artificielle pour en fait enrichir la relation client. Intéressant parce que on voit que l'IA est en train d'investir cette relation client, mais on voit que on va dire des marques comme la vôtre qui ont une bonne image, ils vont aussi doucement. On a l'impression que vous marchez un petit peu sur des œufs parce qu'il ne faut pas aussi décevoir vos clients. Qu'est-ce que peut faire aujourd'hui l'intelligence artificielle dans le monde de la relation client ? J'imagine que c'est un sujet que vous suivez beaucoup. Vous vous intéressez depuis longtemps à ça, d'ailleurs ? Oui, on s'intéresse à l'IA dans la relation client depuis quelques années, même maintenant. On a déjà sur notre digital des bots, des systèmes d'IA. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'IA est en train de progresser très fortement. Et on voit bien qu'on est à un moment très important où l'IA peut véritablement nous aider à rendre la relation client plus simple, à la fois pour nos clients, mais aussi pour nos conseillers. Est-ce que vous êtes, excusez-moi, je vous coupe, est-ce que vous êtes tombé un peu dans le panneau, comme beaucoup de boîtes d'ailleurs, dans ces chatbots qui étaient insupportables et qu'on voyait il y a encore quelques années, auxquels on posait une question, qui répondait à côté, qui nous faisait perdre du temps, qui ne marchaient pas ?
Vous êtes tombé aussi dans cet écueil. En fait, aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est justement lancer un agent conversationnel, un conseiller virtuel, qui soit véritablement capable de converser avec les clients et qui soit capable de traiter de façon très fluide, très naturelle, le besoin du client. Et c'est ce qu'on fait sur Soch. Soch, qui est donc notre marque 100% digitale chez Orange. Et nos clients, quand ils souscrivent à Soch, ils attendent de l'immédiateté, de la fluidité, de la simplicité. Et c'est pour cette raison qu'on a aujourd'hui même... Ça commence aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui, voilà. On a lancé Charlie. Et Charlie, c'est cet agent conversationnel nouvelle génération qui est capable, effectivement, de répondre à un client, de traiter une demande client de façon très naturelle et très facile. Et cet agent conversationnel Charlie, pourquoi il peut faire ça ? Tout simplement parce qu'on utilise les technologies les plus avancées d'IA générative, et en particulier la technologie qu'on appelle speech-to-speech. Alors pour faire simple, speech-to-speech, qu'est-ce que c'est ? C'est une IA qui va être capable finalement de comprendre la voix directement. Ah donc je lui parle, j'écris pas. Vous lui parlez, c'est un agent vocal. Okay. Et en fait, l'IA va comprendre la voix et va aussi répondre en vocal. Aujourd'hui, les bots que vous évoquiez là à l'instant, ce sont des bots qui utilisent plutôt des technologies où on peut parler à l'agent conversationnel, mais par contre, il va y avoir une transcription texte. La réponse va être donnée en texte et retraduite en vocal. Et là, ça amène à des expériences, effectivement, qui ne sont pas extraordinaires. Mais Charlie, vraiment, c'est une expérience d'abord d'immédiateté, de fluidité, aussi de rapidité. Et qu'est-ce qu'on peut lui demander à votre Charlie ? On peut lui demander plein de choses. Alors, par exemple, si vous recevez... Je sais pas, j'ai mon réseau qui ne marche plus, parce que malheureusement, quand on vous appelle, c'est que ça ne va pas, la plupart du temps, on est d'accord. Aujourd'hui, Charlie répond plutôt... On est sur une première version, Okay. Donc, petit à petit, on va apprendre de nouvelles choses à Charlie. Aujourd'hui, Charlie répond très bien sur des sujets plutôt commerciaux ou de gestion. Donc, par exemple, si vous recevez votre facture Soch et que vous ne comprenez pas complètement cette facturation, vous allez pouvoir demander à Charlie, de façon très simple, de vous expliquer la facture, de vous expliquer éventuellement un petit hors forfait ou ce genre de choses. Et on n'est pas obligé de lui parler comme on faisait avant, facture, mars 2026... On lui parle comme si je vous parlais, en fait. Vous lui parlez comme on a cette conversation aujourd'hui, donc c'est vraiment assez impressionnant. Vous pouvez aussi, si vous voulez changer d'offre, si vous pensez que finalement l'offre Soch que vous avez, elle ne correspond pas complètement à vos usages, vous pouvez demander à Charlie de vous aider à trouver l'offre qui correspond le mieux à vos usages. Si vous partez par exemple à l'étranger, que vous avez besoin d'un pass roaming pour consommer à l'étranger, vous allez demander à Charlie quel est le pass qui va correspondre le mieux à vos besoins sur place. Vous allez pouvoir aussi souscrire directement, Charlie va souscrire pour vous, et puis Charlie pourra aussi activer le pass roaming le jour où vous en avez besoin, le jour où vous aurez décidé. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est plus qu'un conseil, il va activer aussi des services. C'est ça, parce qu'en fait... Ça, c'est assez nouveau, non ? C'est nouveau parce qu'en fait, en plus de cette technologie d'IA générative en speech-to-speech, on utilise aussi de l'agentique, et donc ce sont des agents qui sont capables, du coup, de traiter la demande client. Donc on va plus loin que simplement la conversation ou le conseil, mais on va jusqu'au traitement, véritablement, de la demande du client. C'est le côté, on va dire, le plus facile à gérer, ça, pour l'instant, le commercial. Le fait que ma box ne marche plus, que j'ai un problème de fibre ou que je ne capte pas la 4G, etc. Là encore, il faut des humains, c'est ça que vous dites ? Oui, et puis on fait appel aussi, là, pour le coup, on fait appel à beaucoup plus d'informations. C'est beaucoup plus complexe comme problématique. Et donc, aujourd'hui, on a plutôt choisi de s'attaquer aux sujets qui sont plus faciles, en tout cas, le comme basique, la gestion, le basique, le commercial. Mais très vite, et d'ici la fin de l'année, Charlie saura prendre en charge l'ensemble des demandes de nos clients. Alors, parce qu'il y a Charlie avec un S. Ouais, comme Soch. Voilà. Ça. Et puis il y a mon assistant IA qui lui est destiné aux conseillers, c'est ça ? Exactement. Donc mon assistant IA, donc c'est aussi un outil qui utilise l'IA générative, et donc c'est assez simple. Le concept est assez simple. Pendant une conversation entre le conseiller et le client, mon assistant IA
va comprendre le besoin du client et va automatiquement aller chercher dans les bases de connaissances d'Orange les bonnes informations dont va avoir besoin le conseiller pour bien répondre. Avant que lui ne le fasse. Exactement. C'est un peu comme un assistant qui va écouter comme l'humain, en fait l'assistant humain, et va comprendre, et lui informer, et lui donner l'information. Exactement. Et donc, l'information va être amenée au conseiller, donc au moment opportun, sur sa position de travail, sur son écran. Et à partir de ce moment-là, le conseiller, c'est lui qui décide. C'est lui qui décide d'utiliser telle ou telle information. Il a toujours la maîtrise de la relation client. Il utilise l'information comme il le veut pour répondre au client. Et donc, pour le conseiller, c'est finalement une pratique de son métier facilitée. Ça lui évite d'aller chercher dans des bases de connaissances. Ça évite aussi au client d'avoir ces temps d'attente qui ne sont pas très sympathiques au téléphone. D'ailleurs, à ce propos, en travaillant sur ce sujet, on a mesuré qu'un tiers d'une conversation entre un client et un conseiller était fait de silence. Eh bien, avec cet accès direct aux bases de connaissances, on réduit cette latence. Voilà. Et on répond aussi mieux aux clients. Et donc, on a des effets aussi sur la satisfaction client. Donc, pour le conseiller, finalement, comme il est libéré finalement de ces tâches-là, il va pouvoir vraiment se consacrer au relationnel, à la posture, à l'empathie, s'assurer qu'il répond bien. Un peu comme le médecin qui aujourd'hui a des outils IA qui lui permettent de ne plus noter ce que dit le patient parce que c'est l'IA qui le note. Et pendant ce temps-là, comme il note pas, il peut écouter son patient. C'est tout bête, mais ça permet d'être plus concentré sur le problème et d'apporter de l'empathie, comme vous le dites. Juste une question, tous ces outils sont à base d'IA générative, on est d'accord ? Vous faites appel à quel type d'acteurs ? Est-ce que vous faites un mix ? Est-ce que c'est américain, français, européen ? Effectivement, on fait appel à un mix de partenaires technologiques. Donc, sur Charlie, dont on a parlé tout à l'heure, on a deux grands partenaires technologiques, Microsoft, et on travaille avec OpenAI pour le LLM. D'accord. Et on travaille aussi avec une scale-up française qui s'appelle Illuin Technologies. Je vous ai parlé de l'agentique tout à l'heure. Eh bien, Illuin Technologies va orchestrer finalement les différents agents. Et donc, c'est l'intégration entre les solutions Microsoft et les solutions Illuin Technologies qu'on utilise. Et puis, sur la partie Maya, on utilise Verint, qui est aussi un partenaire technologique spécialisé sur les technologies d'expérience client en général. Eh bien voilà, on va tester tout ça bientôt. Merci beaucoup, Laurence Touveny, directrice expérience client chez Orange France. Merci. Et direction tout de suite la rédaction de BFM Tech, comme chaque soir. Tech & Co, la quotidienne, la chronique BFM Tech. Raphaël Raffray nous a rejoint. Bonsoir Raphaël. Bonsoir François. Journaliste à la rédaction de BFM Tech. Et ce soir, tu vas nous parler d'une nouvelle utilisation de l'IA dans le cadre militaire, directement liée aux frappes américaines contre l'Iran. Mais que se cache-t-il vraiment derrière cette application de l'IA dans ce conflit ? On en parle, c'est pas très clair en fait. Alors oui François, c'est pas de la science-fiction, c'est bien réel. Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, l'armée américaine a fait de l'intelligence artificielle un levier central pour ses opérations extérieures. Le Pentagone a poussé des géants de la tech comme OpenAI, Anthropic à intégrer leurs outils à des réseaux classifiés, malgré certaines réticences, comme on peut l'imaginer, de certains membres du Congrès ou de certains généraux. Et cette orientation s'est illustrée pour la première fois sur le terrain en janvier, lors de l'opération visant à capturer Nicolas Maduro à Caracas. C'était le modèle Claude d'Anthropic qui avait été mobilisé pour soutenir la planification, l'analyse du raid, qui avait, pour rappel, coûté 83 vies, notamment chez des militaires cubains. Alors, malgré les désaccords qu'il y a eu récemment, on a vu la rupture très médiatique qu'il y a eu entre Anthropic et le Pentagone, sur fond de divergence notamment concernant la surveillance des citoyens américains et le contrôle des outils. Eh bien, on peut voir que l'IA continue à être utilisée par l'armée américaine. Pourtant, Claude, donc d'Anthropic, n'a jamais vraiment quitté les forces armées américaines. Hein. Oui, François, l'entreprise a certes été mise sur le banc de touche par le Pentagone, mais ces outils sont encore utilisés par l'armée américaine dans un laps de temps légal d'encore plusieurs mois. Et aujourd'hui, comme vous l'avez dit, Claude guide désormais les frappes coordonnées états-uniennes et israéliennes sur l'Iran. Alors tout ceci est intégré à Maven Start System, la plateforme d'un autre géant de la tech américain qui est bien connu, c'est Palantir. Ouais. Alors Claude, aujourd'hui, identifie, hiérarchise les cibles et accélère les décisions avec une précision surhumaine. Là où des humains mettent des heures, parfois des jours à préparer ce genre d'opération, Claude agit à quelques secondes, voire
quelques minutes. Résultat, c'est 1000 cibles frappées dans les premières 48 heures, 2000 dans les 4 premiers jours et 6000 en 2 semaines. Alors ce sont des chiffres énormes, mais cette rapidité a un prix, il y a des erreurs, les responsabilités morales et éthiques restent floues, et certaines frappes peuvent toucher des civils, on l'a vu en Iran notamment ces derniers jours, et donc ça pose de nouvelles questions sur l'éthique de l'usage de l'intelligence artificielle durant les conflits modernes. Ouais, et on n'a pas fini d'évoquer ce sujet. Merci beaucoup Raphaël Raffray. Merci François. Journaliste à la rédaction de BFM Tech. Si vous voulez creuser ce sujet, un article entier vous attend donc sur le site de BFM Tech. Un peu d'espace, tiens, pour terminer cette première émission de la semaine avec notre invité que vous connaissez. Tech & Co, la quotidienne, décryptage. Antoine Meunier est avec nous ce soir. Bonsoir Antoine. Bonsoir François. Rédacteur en chef du site lachroniquespatiale.com. Et dès qu'il y a un sujet chaud sur l'espace, Antoine n'est pas loin. Et ça nous fait vraiment plaisir de t'accueillir parce que, effectivement, on va évoquer toujours cette conquête spatiale et notamment la conquête de la Lune avec la mission Artemis qui est un peu chaotique, hein, cette mission. Il y a eu pas mal de changements. D'un coup, on y va, après on recule, etc., etc. Mission Artemis 2, plus précisément. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, Antoine ? Alors, Artemis 2, a priori cette fois-ci, on va partir début avril. Le 1er avril, à l'heure de la Floride. La date du 1er avril ? Oui, mais c'est pas un poisson d'avril. Non, c'est pas un poisson. C'est pas un poisson d'avril. Cette fois-ci, ça semble bon. C'est vrai qu'il y a eu des reports, mais il faut dire que le SLS, c'est un très gros lanceur, 98 mètres de haut. Il n'a été utilisé qu'une seule fois, c'était en 2022. Pour la mission Artemis 1. Oui. Donc, la NASA joue aussi la carte de la prudence. Elle ne peut pas se permettre de mettre un équipage sur un lanceur qui n'est pas complètement fiable. Donc là, a priori, les choses ont l'air de mieux se présenter. La NASA l'a annoncé donc ce vendredi. A priori, le départ est prévu pour le 1er avril. Alors, qu'est-ce qui va se passer le 1er avril ? Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Normalement, si tout se passe comme prévu, on va lancer en direction de la Lune un équipage de 4 personnes, 4 astronautes, 3 astronautes américains et un Canadien, puisque plusieurs pays participent au programme Artemis, dont l'Europe notamment. Et cet équipage va faire une sorte de reconnaissance en direction de la Lune pour contourner la Lune, pour prendre des photos qui pourront éventuellement servir pour déterminer de potentiels sites d'alunissage pour les missions suivantes, qui, elles, pourront servir à poser un équipage sur la Lune. Mais ça ne sera pas pour tout de suite. À la base, il était prévu que la mission Artemis 3, qui était attendue en 2027, soit la mission qui marque le retour... Avec l'alunissage ? Avec l'alunissage, sauf qu'il n'y a pas de véhicule disponible pour l'alunissage au jour d'aujourd'hui. Il y avait normalement le Starship de SpaceX, qui était prévu dans sa variante lunaire, mais le Starship est toujours en développement. Là, il n'a pas revolé, il n'y a pas eu de nouveau vol d'essai du Starship depuis le mois d'octobre. Et puis, est-ce qu'il y aura un alunissage à blanc, j'ai envie de dire ? Est-ce que c'est pas... C'était prévu, les choses sont un petit peu modifiées. Il était maintenant, Jared Isaacman, donc le patron de la NASA, a dit l'alunissage se fera avec l'un ou l'autre des fournisseurs. Il faut dire aussi qu'il y a plus que SpaceX, il y a aussi Blue Origin qui revient dans le jeu. La boîte d'Amazon. Avec son Blue Moon, c'est le nom de son alunisseur. C'est un véhicule un petit peu différent qui peut, d'une certaine manière, se rapprocher du LEM des années Apollo, puisqu'il a 4 pattes qui serrent. C'est un peu comme l'araignée. On appelait le LEM l'araignée. Il ressemble un petit peu à l'araignée, sauf que c'est un vaisseau qui est monobloc, c'est-à-dire que tout le vaisseau va redécoller, sauf que le LEM d'Apollo, à la base, c'était un véhicule en 2 parties. Tu te posais avec la partie basse et tu remontais vers l'orbite avec la partie haute. Et donc la partie basse restait sur la Lune. La partie basse, tout à fait, restait sur la Lune. Là, les 2 vaisseaux sont censés redécoller. C'est un véhicule qui est plus simple à mettre en œuvre que le Starship. Donc le développement est plus avancé que celui d'Elon Musk. Le développement a été lancé il y a plusieurs années déjà, mais dans l'immédiat, ni l'un ni l'autre ne sont pour le moment disponibles, à notre connaissance.
Alors, il y aura quand même une certaine tension le 1er avril, parce que donc, des humains, 4 humains, vont partir autour de la Lune. Oui, et ça n'est que le 10e, ça ne sera que le 10e voyage interplanétaire habité. Les premiers, c'était les 60 ans se sont passés quasiment l'émission Apollo, les deux, et quasiment 60 ans se sont passés, enfin un peu plus de 50 ans maintenant depuis la dernière mission lunaire qui s'est posée. Et la première, c'était la première. Alors, la première mission lunaire. La première mission, autour de la Lune, c'était Apollo 8 en 1968, en décembre 68. Et d'ailleurs, on n'est pas loin. On n'est pas loin. Artemis 2, c'est un peu le remake d'Apollo 8, dans la mesure où à l'époque les Américains devaient prendre de vitesse les Russes pour arriver avant. Là, les Américains font la même chose, mais en face d'eux, ils ont la Chine, qui a également un programme lunaire habité en cours, qui est très avancé. Ils ont testé il y a peu, ils ont leur lanceur lunaire, mais sous forme d'un vol suborbital, qui est resté même quasi atmosphérique. Et ce lanceur doit leur servir pour envoyer bien sûr leurs équipages en direction de la Lune, ainsi que le véhicule qui servira à se poser sur la Lune. Et ça, ils veulent le faire avant 2030. Vraisemblablement 2029, pour fêter, entre guillemets, le 80e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Ça, c'est vraiment la grande... C'est l'objectif. C'est l'ambition. Et je pense qu'on va assister à un match quasi finish. Hein. Ça sera comme ça. Oui, c'est clair. Là, il y a une vraie compétition. Il y a une vraie compétition. Et puis, l'alunissage côté américain, ce que je n'ai pas dit, c'est que maintenant, il glisse à partir d'Artemis 4, donc vraisemblablement 2028. Et il devrait y avoir une deuxième tentative avec Artemis 5 pour la fin de l'année 2028. Le 1er avril, qu'est-ce qui va se passer? Donc la fusée décolle. Alors le plan de vol tel qu'il est actuellement, ça sera de faire une à deux orbites autour de la Terre. On vérifie que le vaisseau est en ordre. Ensuite, on appelle ça la phase d'injection en trajectoire lunaire. Donc là, le direction vaisseau, la Lune, voilà. On s'affranchit de la gravité terrestre, ce qui est quand même pas une mince affaire. C'est aussi quelque chose de dangereux, il ne faut pas avoir peur de le dire. C'est un voyage qui va prendre à peu près 4 jours. Les astronautes feront le tour de la Lune, prendront des photos, et ils pourraient même battre le record d'éloignement établi par Apollo 13, qui était d'un peu plus de 400 000, 401 173 km précisément, et il se pourrait qu'ils battent ce record. Parce que la configuration, on va dire, la configuration sera telle qu'il serait en mesure... un petit peu plus éloigné. Légèrement plus éloigné qu'Apollo 13. Donc 4 jours. 4 jours. On fait quelques photos, on prend des mesures, on regarde, on va contempler la Lune. Ça sera la première fois depuis plus de 50 ans que des humains pourront contempler avec leurs yeux de très près la Lune. Et j'imagine qu'on aura une transmission aussi de très haute qualité, ça va être formidable. Écoute, j'espère qu'on pourra faire un direct, alors ça vaudra le coup, ça serait extraordinaire. Incroyable. C'est, à titre personnel, vivre un alunissage, une mission lunaire habitée, moi j'y croyais plus, en tant que passionné. C'est le passionné qui parle. Voilà. Et après ce sera l'alunissage. Donc, si le programme se déroule comme il faut, mais bon, on n'est toujours pas à l'abri d'une surprise, qui est une nouvelle mission intermédiaire pour dire il faut tester de nouveau le matériel, et la NASA doit jouer la carte de la prudence, bien sûr. Surtout pour un programme aussi ambitieux. Voilà, il est inenvisageable d'avoir un drame dans ce type de choses, en tout cas limité. Il faut limiter au maximum, les risques, et il faut aussi, je pense qu'on a quand même aussi appris de ce qui s'est passé au cours en 60 ans de vol habité, 65 ans de vol habité. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet passionnant, allez sur lachroniquespatiale.com. Voilà, vous en saurez beaucoup plus. Et Antoine vous racontera tout cela avec beaucoup de talent. Merci beaucoup Antoine. Merci François.
Pour terminer ce Tech & Co, il est quasiment 21h, très belle soirée. Rendez-vous bien sûr demain, mardi. On sera là dès 19h30 en direct à la radio, à la télé. Puis n'hésitez pas, si vous avez raté le début de cette émission, le replay vidéo est disponible aussi sur YouTube. Dorénavant, vous pourrez nous retrouver sur YouTube. Et puis le podcast audio, bien sûr. Allez, à demain, avec plaisir. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.